Voici la carte militaire du 11 août 2025. On va commencer par les frappes générales. Là, à l'ouest de la grande ville de Samara, sur la ville de Novobirsk, on a eu une raffinerie de pétrole qui a été touchée. Alors, je n'ai pas vraiment d'infos sur cet événement-là. Je ne sais même pas s'il y avait des systèmes antiaériens ou non. En tous les cas, peu importe le pourquoi du comment, pour moi, il y a eu une faute côté russe, puisque cette raffinerie n'est quand même pas si loin de l'Ukraine, et donc c'était une raffinerie qui potentiellement pouvait être touchée. Donc je ne comprends pas pourquoi les Russes n'ont pas fait ce qu'il faut. Encore une fois, j'ai vraiment aucune information. Donc est-ce qu'ils ont fait ce qu'il faut, mais c'est quand même passé à travers. Hein, la seule chose que j'ai entendu parler, c'est que les drones ont été lancés à proximité. Voilà. Maintenant, je ne sais pas combien de drones. Voilà, je ne sais pas combien ont réussi à frapper. Je sais simplement que la raffinerie de pétrole a été touchée. Donc vraiment, je suis dans le brouillard ici. Mais encore une fois, je le répète, la faute est côté russe de ne pas avoir fait ce qu'il faut. Parce que les raffineries de pétrole, on va dire entre guillemets, pas trop loin de l'Ukraine, bah, évidemment sont des cibles favorites pour l'Ukraine. Donc là, mal joué côté russe. Sur l'aérodrome de Sochi, hein, région qui a encore été frappée, hein, ça fait 2 semaines d'affilée. Donc Sochi, c'est l'aérodrome qui a été touché, ce sont les dépôts de carburant qui ont été touchés, 2 explosions assez mineures puisque ça a été filmé par quelqu'un qui était dans un avion. Alors maintenant, mineur au moment de l'impact, hein, mais est-ce que ça s'est propagé ou non? J'ai pas plus d'informations que cela. D'habitude, le gouverneur de Krasnodar, dont fait partie la ville de Sochi, est assez déserte. Là, je n'ai absolument aucune information. Mais en tout cas, là, ça fait 2 fois et des drones qui tapent un dépôt de carburant dans un aérodrome, c'est encore une fois mal joué au niveau des Russes qui, décidément, bon, soit ils pensent que ce n'est pas trop important et donc la défense est faible, soit ils avaient mis une vraie défense antiaérienne, mais la défense a été défectueuse. Voilà. Ou alors la défense beaucoup trop faible, j'en sais rien en réalité. Mais en tous les cas, la faute aux Russes, ça fait 2 fois que Sochi est quand même touché. Donc là, j'ai envie de vous dire, mal joué côté russe. Maintenant, les Russes qui frappent, on a Ismaël qui encore une fois a été touché, le port ukrainien très important pour l'économie ukrainienne a été touché. Là, c'est un peu spécial sur Otchakov. Otchakov, ce serait ici qu'il y aurait eu des officiers britanniques capturés, dont 2 colonels, d'après ce que j'ai compris. Bon, alors, je vous l'avais montré dans Eurasia Daily, qu'il avait lui-même repris du journal norvégien Stegan. Donc l'origine de cette histoire, c'est le journal Stegan. Bon, c'est une information à prendre avec des pincettes, hein. Le coup des 2 colonels britanniques, ça demande à être confirmé, parce que apparemment, ce ne serait pas vraiment sûr comme information, ça peut être aussi de la propagande côté russe, hein. Donc faut voir. En tous les cas, pourquoi c'est passé dans les médias? Bah, parce que c'est un journal norvégien qui l'a publié en premier. Après, évidemment, ça a été repris par d'autres journaux, bien évidemment. Mais bon, encore une fois, c'est à confirmer cette information-là. Attention, faut pas prendre ça pour argent comptant. Alors maintenant, au niveau du front en lui-même, alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Là, sur Kherson, un pont a été frappé par les Russes, un pont qui permettait aux Ukrainiens d'alimenter ce petit îlot, hein, qui s'appelle Korabel.
Et donc ce petit îlot était très important pour défendre toute cette section donc contre les soldats russes ici. Et donc là évidemment, à part ce pont-là, il n'y en avait pas d'autres qui permettaient d'approvisionner cette petite tranche d'île là qu'on peut voir ici. Donc peut-être est-ce un signe comme quoi les Russes vont enfin attaquer Kherson. Voilà, avec toute cette attente là, on ne sait pas ce qu'ils allaient faire. Les Ukrainiens étaient inquiets qu'il y ait une attaque russe ici. Donc est-ce que c'est un premier signe d'un assaut russe où ils traverseront le Dniepr? C'est possible, hein, nous verrons bien. Alors, plus haut, on a ici, donc dans la région de Zaporojie, on a un assaut ukrainien qui a été fait pour essayer de contrer l'avancée russe ici, mais l'assaut ukrainien donc a été détruit par les Russes. C'est pour ça que j'ai mis une croix. Sur Orerov, il ne s'est rien passé. Et ici, les Russes ont fait une avancée relativement importante hein, qui chevauche deux oblasts. Hein. Là, on a l'oblast de Zaporojie. Là, c'est l'oblast de Donetsk, hein, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, une avancée vraiment notable. Ici, une avancée notable aussi. Donc là, vous pouvez voir que Sechinivie a été prise comme ville. Donc c'est juste au nord-ouest de la fameuse ville de Shevchenko, qui est la ville minière remplie de lithium. C'est pour ça que je l'avais entouré d'un cercle jaune et marqué élité pour lithium. Ici, toujours rien ne se passe dans ce petit chaudron. Sur Pakrovsk, évidemment, il s'est passé des choses. Alors vous voyez, là, c'est les lignes en pointillé. Évidemment, c'est les lignes de la semaine dernière. Là, vous voyez que les Russes ont fait une avancée vraiment importante dans Pakrovsk. Et ils ont commencé à faire trois axes d'avancée. Alors c'est des avancées simplement, hein, évidemment, ils ne contrôlent pas du tout tous ces territoires-là de Paklovsk, pas du tout, hein, ce ne sont que des avancées, mais vous voyez que là ça commence à être sérieux, donc là Paklovsk, on peut dire que c'est effondré, hein, c'est terminé Paklovsk. Alors évidemment, là maintenant il y aura tout le travail de nettoyage côté russe qui peut être long, hein, peut-être 2-3 semaines, nous verrons bien. Mais en tous les cas, voilà, là, Paklovsk c'est terminé. Hein. Vous avez vu comment Paklovsk a été enfoncé là. Et là, c'est des lignes de front. Hein. C'est pas des lignes vite faites parce qu'il y a des avancées. Là, là, c'est la ligne de front, hein, ici, la nouvelle ligne de front. Ça, c'est des avancées. Donc, bref, nous verrons bien. Alors là, à l'est de Paklovsk, au nord-est, grosse avancée russe, comme vous pouvez le voir. Là, il y a beaucoup de territoire et apparemment, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, eh bien, ça se confirme. Hein. Grand chaudron qui est en train d'être fait. Un grand chaudron là qui va être fait et qui apparemment, le schéma va être comme ça. L'avancée apparemment va être comme cela. Voilà, juste en dessous de ce plan d'eau ici. Donc voilà, apparemment ça se dessine comme ça et ça va se refermer comme ça. Donc évidemment là les routes principales d'approvisionnement, bon je les avais entourées de verre ici, les routes principales vont être coupées bien évidemment. Donc elles sont déjà très difficiles. On peut toujours les emprunter mais c'est extrêmement dangereux. Voilà. Bon là il ne s'est rien passé. Là à l'ouest de Toretsk il y a eu une avancée. Bon, pas énorme, mais ça y est, ça bouge. Hein. Toretsk, c'est complètement terminé. Hein. Donc après, je sais pas. À mon avis, comme je vous l'avais dit il y a 2 ou 3 semaines, je vous avais dit qu'il y aura un chaudron qui allait se former grâce à ce plan d'eau. Eh bien, j'ai l'impression que c'est ce qui va se passer. Vous savez que la guerre d'attrition russe, c'est de créer des chaudrons. Hein, voilà, ils vont là où c'est le plus faible, ils créent un chaudron. En gros, hein, je vous résume, ils assiègent une zone. Ils coupent les approvisionnements de cette zone, les routes principalement,
et ils font le siège de cette grande zone. Hein. Ils ne vont pas faire une offensive armée dense, frontale, vers une ville. Ils font un siège d'une grande zone. Hein, et d'abord, la phase 1, c'est de créer un chaudron. Et c'est ce qui permet de faire une guerre d'attrition la moins brutale possible, quoi. Là où de cette manière, ils perdent moins d'hommes et moins de matériel. Là, il y a une petite avancée ici. Bakhmut, donc avec Chassivyar qui est à l'ouest de Bakhmut, ça c'est pour vous situer. Hein. Eh bien, il ne s'est rien passé d'important. Alors, vous voyez les flèches de progression russes. Hein, ce sont des flèches stratégiques. C'est moi qui ai mis ça là pour vous montrer bon, la tendance directionnelle des forces armées russes. Donc, vous voyez, hein, première chose à faire ici, c'est prendre Konstantinivka, qui est absolument important. Le plus gros verrou, c'était Chassivyar. Ça y est. Alors quand on parle de plus gros verrou, c'est pas en taille, mais c'est en fortification. Chassivyar, il y avait une énorme force ukrainienne. Donc ça y est, elle a été détruite. Là maintenant, c'est Konstantinivka, mais Konstantinivka, comme je vous le dis déjà depuis quelques semaines, pour les Russes, ça va plus être une formalité qu'autre chose. Il y aura beaucoup moins de résistance à Konstantinivka qu'avec Chassivyar. Chassivyar, ils ont mis 1 an et demi avant de prendre Chassivyar. Hein. Ah oui, c'est un peu comme Ougledar. Hein. C'est terrible Chassivyar parce que ça faisait partie des petites forteresses. Plus petites que Ougledar, ou Vuhledar comme on voudra, mais quand même des forteresses très difficiles à prendre. Bon bref, Konstantinivka qui permettra de déverrouiller la prise de Kramatorsk et de Slaviansk, comme je vous le dis chaque semaine. Alors sur Sivelsk, il y a une petite avancée, je ne l'ai pas noté, mais les Russes ont avancé ici, pas assez pour que vraiment je modifie la ligne de front. Là, il y a une petite avancée au nord de Sivelsk, ici, là les Russes ont fait une avancée, les épingles rouges, c'est la direction des avancées. Et là, il y a eu une avancée russe importante, mais tout en longueur. Vous voyez, tout en longueur. Donc ça y est, Tolskiy, la ville a été complètement prise. Et là, comme vous voyez, c'est tout en longueur. Donc en réalité, c'est une zone importante. Hein. Évidemment, la prise, c'est Krasny Liman ici, bien évidemment. Là, il y a une petite avancée là. Pareil, tout en longueur. Donc là, cette ville devrait être prise la semaine prochaine. Et pour le reste, il ne s'est pas passé grand-chose sur Kupiansk. Alors, j'ai pas modifié les lignes de front, mais sur Kupiansk, apparemment, ben, les Russes seraient déjà dans la partie nord de Kupiansk, mais cela reste à confirmer. J'ai pas eu de confirmation réelle. En tout cas, il y a des troupes russes qui sont déjà au nord de Kupiansk, mais il n'y a pas un contrôle total de cette zone. En réalité, ce sont des avancées, mais en tous les cas, ce sont des avancées déjà dans le nord de Kupiansk ici. Ils sont déjà là en réalité, hein. Mais rien n'est sous contrôle russe. Voilà, donc pour le reste, il ne s'est rien passé. La Veliki Burluk, le plus grand nœud logistique de l'extrême nord, et d'ailleurs c'est une des proies évidemment prioritaires du nord de l'Ukraine par les Russes. C'est pour ça que je vous avais mis 2 flèches stratégiques. Là, sur Vovchansk, en réalité, ça j'avais oublié de le retirer, il ne s'est rien passé. Là, les Russes n'ont vraiment pas bougé, sur Soumy non plus. Il ne s'est rien passé de notable, évidemment, sa bataille dure, mais il ne s'est rien passé de notable. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire. Mais avant qu'on se quitte, j'aimerais vous parler des derniers avancements concernant l'armement russe. Il y a eu un nouveau Geranva, c'est-à-dire Géranium 2, qui a été produit maintenant industriellement par les Russes
qui est bien amélioré par rapport au premier Gelanva, c'est-à-dire le Shahed 136 comme on l'entend dans les médias, mais il n'a plus grand-chose à voir à part le moteur et la forme avec le Shahed 136. Donc disais-je, il y a eu un nouveau Gelanva, donc Geranium 2, qui contient beaucoup plus d'antennes anti-brouillage, qui peut aller plus loin et surtout voler plus haut. Bah, cela veut dire que les Ukrainiens ne peuvent plus tirer dessus au fusil d'assaut ou même avec des systèmes anti-aériens de type mitrailleuse lourde. Et donc il a une nouvelle armature, des nouveaux systèmes électroniques anti-brouillage qui font que maintenant il est extrêmement difficile d'arrêter par brouillage électronique un Géranium 2. Et autre information, il y a un nouveau missile de croisière qui s'appelle S-8000 Banderole, qui est un missile de croisière relativement petit, qui peut avoir une portée de 500 km et qui a une charge explosive de 50 kg. Alors, ce n'est pas énorme, mais c'est un missile de croisière dit furtif, qui a les toutes dernières technologies de furtivité et qui peut être produit pour pas cher et massivement. Donc voilà, c'est le gros avantage des Russes. Vous avez bien vu que les Russes, donc eux misaient sur la quantité et le pas cher plutôt que le peu de grande qualité. Voilà. Et enfin, dernière annonce notable, nous avons l'Iskander 1000 qui commence à être produit massivement. Donc je vous rappelle que l'Iskander, c'est le missile balistique vedette de la Russie qui avait une portée de 500 km. Bah, les tout nouveaux ont une portée de 1000 km et évidemment, ils possèdent d'autres améliorations techniques. Je rappelle que l'Iskander ne peut pas être arrêté par les systèmes patriotes, d'ailleurs tout comme le KH-22 ou le KH-32. Bref, c'était des informations tout à fait intéressantes à partager et je m'arrête là concernant les nouveautés de l'armement. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement. N'oubliez pas de partager mes vidéos afin que cette chaîne soit mieux connue. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.